J'étais à 30 secondes de fermer la bibliothèque quand je l'ai entendu. Un petit reniflement provenant de l'entrelait des rayonnages. Ce n'était pas vraiment des pleurs, mais plutôt le contrôle minutieux de quelqu'un qui essayait très fort de ne pas pleurer. En suivant le son, je l'ai trouvé caché dans la section pour enfants. Un petit garçon aux cheveux foncés et aux yeux trop sérieux pour son âge. La bibliothèque va fermer, lui ai-je dit doucement, en m'agenouillant à sa hauteur. Mon badge d'étudiante était toujours autour de mon cou. Emma Walsh, troisième année, département de littérature. Ses yeux se sont immédiatement fixés dessus. Tu es perdu. La question est restée en suspens entre nous. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Je ne trouve pas le chemin de la maison, a-t-il finalement murmuré, avec un léger accent perceptible. Papa va être très en colère. Il serrait contre sa poitrine un exemplaire abîmé du Petit Prince comme une armure, les jointures blanchies par l'effort de paraître courageux. J'aurais dû appeler la sécurité ou la police. Cela aurait été la chose sensée à faire, la chose sûre. Mais quelque chose dans ses yeux solennels m'en a empêché. Une lassitude qui semblait incroyablement vieille sur le visage d'un enfant. Je m'appelle Mia, ai-je dit à la place de la question qui tournait dans ma tête. Léo, a-t-il répondu, se détendant légèrement à mon sourire. Je devais attendre Anton près de la fontaine. Mais il n'est pas venu et j'ai essayé de retrouver mon chemin. Mais tout semble différent maintenant. Sa voix tremblait légèrement, première véritable faille dans son sang-froid. La pluie avait commencé à tomber dehors, tapotant contre les hautes fenêtres de la bibliothèque comme des doigts impatients. Mon appartement était à 6 pâtés de maison. Mon service était terminé et ma colocataire m'attendait pour dîner, mais je ne pouvais pas le laisser seul ici. Ce petit garçon au regard prudent qui s'exprimait de manière trop formelle pour un enfant. Tu te souviens de ton adresse? Lui ai-je demandé, calculant déjà comment je pourrais le ramener chez lui en toute sécurité. La plupart des enfants de son âge auraient appris leur numéro de téléphone, leur adresse, les bases pour ce genre de situation. Pas Léo, apparemment. Oakwood Drive, dit-il en s'animant légèrement. La grande maison au bout avec les lions de pierre. Sa description était vague, mais mieux que rien. Oakwood Drive se trouvait dans le quartier riche de l'autre côté de la ville. De vieilles fortunes et de nouvelles demeures surplombant l'université depuis la colline. Je pris une décision rapide qui allait tout changer par la suite. Je vais t'aider à rentrer chez toi, dis-je en lui tendant la main. Léo l'a pris sans hésiter, ses petits doigts s'enroulant autour des miens avec une force surprenante. Mais tu devras m'aider à trouver mon chemin une fois que nous serons dans ton quartier. Les portes de la bibliothèque se refermèrent derrière nous avec un bruit lourd et définitif alors que nous sortions sous la pluie. Léo se rapprocha de moi, cherchant refuge sous mon parapluie. Je ne savais pas alors que je m'apprêtais à vivre la situation la plus dangereuse de ma vie, guidé par un garçon de 7 ans qui portait plus de secrets que je ne pouvais l'imaginer. Mon père n'aime pas les étrangers, m'a prévenu Léo alors que nous attendions le bus, l'eau ruisselant de mon parapluie sur le trottoir. Mais je pense qu'il t'aimera bien parce que tu m'aides. La certitude dans sa voix était touchante, même si elle était déplacée. Je n'avais aucune idée de qui était son père, ni de comment il réagirait en voyant un étranger ramener son fils à la maison. Le trajet en bus a duré 20 minutes, montant régulièrement en pente loin du quartier universitaire. Léo a collé son visage contre la vitre, pointant de temps en temps des repères que lui seul reconnaissait. La pluie s'était transformée en bruine lorsque nous sommes descendus à l'arrêt Oakwood Drive. Par ici, a dit Léo avec une confiance retrouvée en me tirant vers l'avant. Le quartier était exactement comme je l'avais imaginé. D'immenses maisons en retrait de la rue, chacune avec son architecture distinctive. Certaines modernes et anguleuses, d'autres classiques et imposantes. Un SUV noir nous dépassa lentement, à une vitesse telle que j'en eus les cheveux qui se hérissèrent dans la nuque. Les vitres étaient teintées, rendant impossible de voir qui nous observait. Léo ne semblait pas le remarquer, trop concentré à chercher des repères familiers dans la pénombre grandissante. « C'est le jardin de Madame Petrov », annonça-t-il en montrant un parterre de roses sophistiquées derrière des grilles en fer forgé. Elle me donne parfois des biscuits quand papa a des réunions. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire « réunion » qui semblait répéter, comme si on lui avait appris exactement comment décrire les affaires de son père. Nous avons tourné au coin de la rue et Léo s'est arrêté brusquement. « C'est notre maison », a-t-il murmuré,
semblant soudainement effrayé à nouveau. Au bout d'une impasse se trouvait la plus grande maison que j'avais jamais vue. De la pierre, du verre et des lignes épurées, avec une allée circulaire où 3 voitures noires étaient garées de manière désordonnée. 2 hommes en costume sombre se tenaient près de la porte d'entrée, leur posture alerte malgré leur attitude décontractée, appuyés contre la maçonnerie. Des gardes du corps, pensais-je. Même s'ils ressemblaient davantage à des videurs de clubs huppés qu'à du personnel domestique classique. Quel genre de famille avait besoin d'un tel niveau de protection? Alors que nous nous approchions, l'un des hommes nous repéra et dit quelque chose dans ce qui semblait être un appareil de communication à son poignet. La porte d'entrée s'ouvrit avant que nous atteignions les marches. Une femme se précipita dehors. Belle, élégante, clairement pas la mère de Léo à en juger par sa réaction. Leonardo, s'écria-t-elle, le soulagement se lisant sur son visage. Où étais-tu? Ton père a mobilisé la moitié de la ville pour te retrouver. Elle s'agenouilla, ses mains effleurant son corps comme pour vérifier qu'il n'était pas blessé, puis elle leva les yeux vers moi avec un air soudainement méfiant. Qui êtes-vous? Avant que je puisse répondre, une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que toutes mes études. Son visage était anguleux, avec des pommettes saillantes, une mâchoire forte et des yeux sombres qui évaluaient tout en quelques secondes. Le père de Léo, sans aucun doute, a en jugé par leurs traits similaires. Elle m'a aidé à rentrer à la maison, expliqua rapidement Léo, comme s'il craignait que je sois renvoyé avant qu'il ait pu me présenter. Voici Mia. Elle travaille à la bibliothèque. L'expression de l'homme ne changea pas, mais quelque chose dans son regard évolua, comme s'il réfléchissait. David Alexandro, dit-il finalement en tendant la main. Sa poignée de main était ferme, contrôlée, comme tout le reste chez lui. Entrez, je vous en prie. Il semble que je vous doive une fière chandelle. Son accent était plus prononcé que celui de ses fils, peut-être d'Europe de l'Est, doux et cultivé. J'aurais dû trouver une excuse et partir. J'aurais dû reconnaître le danger dans ses yeux sombres et inquisiteurs. Mais la pluie avait recommencé à tomber, plus forte cette fois, et Leah me regardait avec un tel espoir. J'ai donc franchi le seuil d'un monde que je ne comprenais pas, suivant un garçon perdu qui m'avait involontairement conduit droit dans la tanière du loup. L'intérieur de la maison des Alexandra était exactement comme je l'avais imaginé, et en même temps complètement différent. Des sols en marbre, de hauts plafonds, des œuvres d'art dignes d'un musée, mais c'était de musée, mais aussi des dessins d'enfants encadrés à côté de peintures de la Renaissance, et un canapé usé dans un salon par ailleurs immaculé. Léo monte avec Arena et va te préparer pour le dîner. David lui donna cette instruction d'un ton doux, mais sans laisser place à la discussion. Léo hésita, regardant son père et moi avec incertitude, avant que la femme, Arena, ne le guide doucement vers le grand escalier. « Vous l'avez trouvé à la bibliothèque? » demanda David une fois que Léo fut hors de portée de voix, me faisant signe de m'asseoir dans ce qui était manifestement son bureau. La pièce sentait le cuir et l'eau de Cologne coûteuse. Les murs étaient tapissés de livres en plusieurs langues, dont beaucoup portaient des titres en cyrillique que je ne pouvais pas lire. Un homme apparut avec 2 verres remplis d'un liquide ambré sans avoir été appelé. Il les posa silencieusement, puis disparut aussi vite qu'il était venu. David m'entendit un. Ce n'était pas une question, mais pas tout à fait un ordre non plus. La mère de Léo est morte quand il avait 3 ans. Depuis, ça a été difficile aussi. Il a dit qu'un certain Anton était censé le retrouver. Je lui ai proposé quand sa voix s'est éteinte. L'expression de David s'est durcie. Quelque chose de froid et de calculateur a remplacé la façade soigneusement entretenue du père reconnaissant. J'ai senti un frisson malgré la chaleur de la pièce. Anton était le garde du corps de Léo, c'était le mot-clé. Il a pris une gorgée mesurée de sa boisson, me regardant par-dessus le bord du verre en cristal. Je ne tolère pas l'échec, surtout quand il s'agit de la sécurité de mon fils. Quelque chose dans sa formulation m'a mis mal à l'aise, cette certitude calme, cette conséquence implicite. Je me suis soudain demandé ce qui arrivait aux personnes qui avaient failli à David Alexandrov. Puis j'ai immédiatement regretté de m'être posé la question. Certaines questions ne devaient pas être posées. « Vous êtes étudiante ?» demanda-t-il, changeant de sujet si habilement que je mis un moment à m'adapter. Son regard se posa sur ma carte d'étudiante que j'avais oublié de retirer. « Littérature, je vois.
Léo adore lire. Il se perd dans les livres, parfois littéralement. La plaisanterie n'atteignit pas ses yeux, qui restèrent un calculateur, m'évaluant comme si j'étais une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Je devrais y aller, dis-je en posant mon verre intact. Ma colocataire va s'inquiéter et j'ai cours tôt demain matin. Bien sûr, acquiesça David avec un sourire qui transforma son visage, le rendant plus jeune, presque accessible. Mais d'abord, laisse-moi te faire une proposition. Léo a besoin d'un tuteur. Littérature anglaise, écriture, les matières que vous étudiez. Il a du mal depuis le décès de sa mère. Avant que je puisse répondre, une agitation éclata dans le couloir. Un homme fit éruption sans frapper, s'arrêtant net lorsqu'il me vit. Il murmura quelque chose d'urgent à l'oreille de David dans ce qui semblait être du russe. L'expression de David ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Une tension palpable, à peine contenue. « Excusez-moi de vous interrompre, » dit David d'un ton suave en se levant. « Une affaire qui requiert mon attention. Je vous prie de finir votre verre. » Il partit avec le messager, la porte se refermant derrière eux avec un léger clic qui semblait définitif. J'attendis exactement 3 minutes avant de poser mon verre encore intact et de me diriger vers la porte. Des voix filtraient de quelque part au fond de la maison. Des voix colériques, pressantes, toujours dans cette langue que je ne comprenais pas. Mon instinct me poussait à partir tant que je le pouvais encore. Au moment où je tendais la main vers la poignée de la porte, celle-ci tourna de l'autre côté. Je reculai rapidement tandis que Léo se glissait dans la pièce vêtu d'un pyjama Superman, les cheveux encore humides après son bain. « Tu vas être mon nouveau professeur ?» demanda-t-il avec espoir. « Je ne pense pas, Léo, » répondis-je doucement en m'agenouillant à sa hauteur. « Je suis moi-même encore étudiante et j'ai des cours et un travail à la bibliothèque. » Son visage s'est assombri et j'ai ressenti un pincement de culpabilité inattendu. « Mais je pourrais peut-être t'aider à t'orienter dans la bibliothèque de temps en temps. » Un bruit sourd provenant de quelque part dans la maison nous a fait sursauter tous les deux. Léo n'avait pas l'air surpris, juste résigné. Comme si la violence inattendue était quelque chose à laquelle il s'était habitué. C'est cela plus que toute autre chose qui a motivé ma décision. En fait, me suis-je entendu dire, je pourrais probablement t'aider à lire et à écrire quelques après-midi par semaine. Le sourire qui illumina son visage me fit oublier momentanément tous les signes avant-coureurs que j'avais soigneusement ignorés. Il s'agissait d'un enfant qui avait besoin d'aide, pas des affaires que son père menait. David revint 20 minutes plus tard, parfaitement calme, à l'exception d'un petit pli entre ses sourcils. S'il a été surpris de trouver Léo blotti contre moi pendant que je lisais Le Petit Prince, il ne l'a pas montré. Il s'est contenté de nous observer depuis l'embrasure de la porte, le regard indéchiffrable. « Léo m'a dit que vous aviez accepté d'être son tuteur », a-t-il déclaré, après avoir envoyé son fils se coucher à contre-cœur. « Je suis ravi. » Il a mentionné un chiffre qui m'a fait écarquiller les yeux. Plus du triple de ce que je gagnais à la bibliothèque pour une fraction des heures, plus le transport, bien sûr. J'enverrai une voiture. Je voulais refuser cette extravagance afin de conserver un certain sentiment d'indépendance. Mais la réalité de mes prêts étudiants et de mon appartement partagé avec 3 autres filles fit que le pragmatisme l'emporta sur la fierté. 3 après-midi par semaine, j'acceptais. Et j'aurais besoin d'un contrat. Le sourire qu'il m'adressa alors était sincère, atteignant ses yeux pour la première fois. « Vous êtes intelligente », a-t-il dit d'un ton approbateur. « Je vais faire préparer les papiers pour que vous les examiniez. Victor vous ramènera chez vous ce soir et viendra vous chercher mercredi à 16 heures. » L'homme qui m'a raccompagné chez moi dans une élégante Audi noire n'a prononcé que 3 mots pendant tout le trajet. « Nous sommes arrivés, mademoiselle. » Mais ses yeux scrutaient constamment la rue, une main toujours près de sa veste. Ce n'est qu'une fois arrivé devant mon immeuble délabré que j'ai enfin pris conscience de ce que j'avais évité toute la soirée. 3 semaines se sont écoulées dans une nouvelle routine étrange. Les lundis, mercredis et vendredis après-midi, je me rendais au manoir Alexandrov pour travailler avec Léo dans la véranda ensoleillée, tandis que des hommes en costume sombre rôdaient dans le parc. David était rarement à la maison pendant nos séances, ce qui m'apportait à la fois un soulagement et une curieuse déception. « Vous êtes doué avec lui », m'a fait remarquer Arina un après-midi en nous apportant de la limonade. J'avais appris qu'elle était de la gouvernante, même si elle se comportait avec l'autorité de quelqu'un de beaucoup plus haut placé dans la hiérarchie domestique. « Il n'a plus fait de cauchemar depuis que vous êtes arrivé. »
J'ai levé les yeux de l'histoire que Léo était en train d'écrire. Une histoire sur un garçon qui avait un dragon comme animal de compagnie. Et j'ai souri. Il est brillant. Son vocabulaire est avancé pour son âge et son imagination est incroyable. Ce que je n'ai pas dit, c'est à quel point j'avais appris à m'attacher à cet enfant solennel aux yeux vieux. La bulle a éclaté un vendredi après-midi pluvieux, alors que j'attendais que Victor vienne me chercher sur le campus. Mon téléphone a vibré pour m'alerter d'une nouvelle, une habitude que j'avais prise dans mon cours facultatif de journalisme. Le titre m'a glacé le sang. Un chef de gang présumé échappe à nouveau aux poursuites. Le procureur invoque l'absence de témoins. J'ai failli laisser tomber mon téléphone lorsque j'ai vu la photo de surveillance granuleuse qui accompagnait l'article. David Alexandro entrant dans un tribunal avec une armée d'avocats. L'article le qualifiait de chef présumé des opérations américaines de la confrérie Sonkaya, quoi que cela puisse être, avec des liens présumés avec tout, du trafic d'armes à la traite d'êtres humains. Victor m'a trouvé encore en train de fixer mon téléphone, la pluie trempant ma veste. Mademoiselle Mia, m'a-t-il dit en ouvrant la portière de la voiture d'une main, tout en tenant un parapluie de l'autre. Vous allez attraper froid. Son expression ne trahissait rien, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il savait exactement ce que j'avais découvert. Le trajet jusqu'au manoir Alexander s'est déroulé dans un brouillard. Mon esprit passait en revue chaque interaction, chaque événement étrange dont j'avais été témoin au cours des dernières semaines. Les réunions tardives, la sécurité, la façon dont les gens s'inclinaient devant David. Tout cela prenait soudainement un sens terrible. Léo nous attendait à la porte lorsque nous sommes arrivés, débordant d'excitation. Papa est rentré tôt, annonça-t-il en me tirant à l'intérieur avec l'enthousiasme innocent que seul un enfant pouvait avoir dans une maison bâtie sur le crime. Il veut dîner avec nous. Il n'est presque jamais à la maison pour le dîner. David se tenait dans le couloir, impeccablement habillé comme toujours, un rare sourire adoucissant ses traits, tandis qu'il observait l'excitation de son fils. Ce sourire s'est évanoui lorsqu'il a vu mon visage, et nous avons immédiatement compris l'un l'autre. Il savait que je savais. Léo, pourquoi ne montres-tu pas ta nouvelle histoire à Arena pendant que je parle avec mademoiselle Mia? Et suggéré David, d'un ton léger, mais avec un regard sérieux. Léo hésita, sa perspicacité me surprenant une fois de plus, avant d'acquiescer et de disparaître vers la cuisine avec Arena. Tu as vu les informations, déclara David une fois que nous fûmes seuls dans son bureau. Ce n'était pas une question. Il ne prit pas la peine de nier. Et d'une certaine manière, cette honnêteté était plus terrifiante que n'importe quel mensonge. Je me demandais quand ce jour arriverait. Tu es trop intelligent pour ne pas finir par comprendre. Trafic d'êtres humains, dis-je, les mots amers sur ma langue. L'article disait « Vous êtes impliqué dans le trafic d'êtres humains ». Ma voix ne tremblait pas, ce qui me surprit. Peut-être qu'une partie de moi l'avait toujours su. J'avais volontairement fermé les yeux parce que je m'étais attaché à Léo. Cet article est faux, répondit David d'une voix tendue. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, mais le trafic d'êtres humains n'en fait pas partie. Mon organisation a des codes stricts. Nous ne touchons pas à la drogue. Nous n'exploitons pas les femmes ni les enfants, et nous ne nous livrons pas à la traite des êtres humains. Je voulais le croire. J'en avais besoin pour Léo, mais les preuves semblaient accablantes. Alors pourquoi fais-tu l'objet d'une enquête? Pourquoi les témoins ont-ils disparu? Ai-je demandé, croisant les bras pour cacher mes mains tremblantes. Les enjeux de cette conversation me semblaient incroyablement élevés. La politique dans notre monde, a simplement répondu David. La famille Coven veut mon territoire. Ils répandent des rumeurs, corrompent des fonctionnaires, portent des accusations. Il est plus facile de faire tomber un rival avec les forces de l'ordre qu'avec des balles. Son candeur était dérangeant, cette admission désinvolte d'un empire criminel. Un téléphone sonna quelque part dans la pièce, pas celui qui se trouvait sur son bureau, mais un autre, caché. L'expression de David changea. Le masque de civilité glissa pendant une seconde, révélant quelque chose de froid et de dangereux en dessous. « Excusez-moi, dit-il en se dirigeant vers une bibliothèque et en récupérant un téléphone derrière un volume relié en cuir. La conversation fut brève, en russe, mais je n'avais pas besoin de comprendre les mots pour reconnaître la tension dans ses épaules, le changement subtil dans son attitude. Lorsqu'il se retourna vers moi, son visage était sombre. « Vous devez partir maintenant. Pas seulement cette maison, la ville, ce soir. »« Quoi? Je ne peux pas simplement. »
Je commençais. Mais il m'interrompit, se dirigeant vers son bureau et sortant une enveloppe d'un tiroir verrouillé. Il me la tendit et son poids suggérait qu'elle contenait de l'argent. Beaucoup d'argent. Les Corrivans sont au courant pour vous. Ils surveillent la maison, ils vous surveillent. Ils pensent que vous êtes importante pour moi. Mon esprit s'emballa, essayant de comprendre ce qu'il disait, car j'enseigne à Léo. Mais c'est ridicule. Je ne suis que son tuteur. Même en le disant, je savais que ce n'était pas vrai. La façon dont David me regardait parfois, les conversations qui s'éternisaient plus que nécessaire, il y avait quelque chose d'autre qui grandissait entre nous, non reconnu, mais indéniablement présent. Victor t'emmènera faire tes bagages, rien de plus. Tu seras conduit à ma propriété dans les montagnes. Elle est isolée, facile à défendre. Léo est déjà en train d'y être transféré au moment où nous parlons. L'efficacité avec laquelle il démantelait des vies était effrayante, me rappelant exactement à qui j'avais affaire. Mes cours, mon travail, protestai-je faiblement. Mais David secoua la tête, m'interrompant à nouveau. Il s'approcha, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, voir la légère cicatrice le long de sa mâchoire que je n'avais jamais remarquée auparavant. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me toucher. Ils ont essayé d'enlever une étudiante de ton université ce matin, pensant que c'était toi. Elle avait le même teint, la même silhouette. Sa voix était douce maintenant, presque apologétique. Elle est à l'hôpital. Tu n'y seras pas, car tu seras parti avant qu'il ne réessaie. La réalité de la situation m'a finalement frappé de plein fouet. Ce n'était pas un film, ce n'était pas un jeu. Des gens étaient blessés et je pouvais être la prochaine. Tout ça parce que j'avais aidé un garçon perdu à retrouver son chemin. Et Léo? Demandai-je d'une petite voix. Il a déjà perdu sa mère. Si quelque chose m'arrive aussi, rien ne vous arrivera si vous suivez mes instructions à la lettre, promit David, le regard intense. La certitude dans sa voix était en quelque sorte rassurante malgré tout. Fais tes valises, Victor attend. Je te rejoindrai demain à la maison de montagne, une fois que j'aurai réglé les choses ici. La propriété de montagne n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas la forteresse ou le complexe que j'avais imaginé, mais une grande cabane en rondin nichée parmi les pins, avec des baies vitrées offrant une vue sur les sommets enneigés. Léo était déjà là, enthousiasmé par ses vacances inattendues, comme Arena le lui avait expliqué. Demain, on fera un bonhomme de neige, déclara-t-il en me montrant ma chambre avec la fierté d'un héritier. Et papa vient aussi. Il ne prend jamais de vacances. Son innocence était déchirante. Il n'avait aucune idée que nous nous cachions, fuyant des gens qui voulaient nous faire du mal pour atteindre son père. Ma chambre était magnifique, d'un luxe rustique, avec une cheminée en pierre et des tapis tissés à la main. Mais les subtils dispositifs de sécurité ne m'échappèrent pas. Les fenêtres renforcées, le clavier à code près de la porte, les hommes qui patrouillaient autour du périmètre que je pouvais voir à travers la vitre. C'était une maison sécurisée déguisée en lieu de retraite. La neige commença à tomber à l'approche du soir. De gros flocons flottaient devant ma fenêtre. Je m'assis avec Léo dans le grand salon, l'aidant à faire un puzzle pendant qu'Arena préparait le dîner. Pendant un instant, j'ai presque eu l'impression que tout était normal, paisible, si j'arrivais à ignorer les gardes armés et les circonstances qui nous avaient amenés ici. Ma mère aimait la neige, a soudainement déclaré Léo en plaçant une pièce du puzzle. Papa dit qu'elle faisait des anges dans la neige et qu'elle riait quand il lui disait que ce n'était pas digne. Il m'a regardé avec ses yeux sérieux. Tu penses que c'est indigne de faire des anges dans la neige? La question m'a prise au dépourvu. J'ai découvert un David que je ne connaissais pas, un homme qui aimait une femme qui faisait des anges dans la neige, qui se souvenait de son rire. Je trouve que les anges dans la neige sont tout à fait dignes, ai-je répondu en ravalant ma salive, la gorge serrée. On pourrait peut-être en faire ensemble demain. La nuit est tombée rapidement dans les montagnes, accompagnée d'une tempête qui hurlait autour des avantoirs de la cabane. Léo était allé se coucher, et je m'assis près du feu avec un livre sur lequel je n'arrivais pas à me concentrer, sursautant à chaque bruit. Où était David? Quelque chose s'était-il passé en ville? Le système de sécurité retentit, et mon cœur bondit dans ma gorge avant que la voix calme d'Arena ne s'élève. C'est le patron. David entra dans un souffle d'air froid, son manteau sombre recouvert de neige, l'épuisement évident dans chaque trait de son visage. Son regard croisa immédiatement le mien,
et un soulagement passa sur son visage avant qu'il ne reprenne son expression habituelle. Tout est sous contrôle, dit-il après avoir vérifié que Léo dormait. Nous nous sommes assis dans la cuisine, nos tasses de thé refroidissant entre nous, expliqua-t-il. Les Corrivan ont été neutralisés. La menace immédiate est écartée. Vous devriez pouvoir reprendre votre vie normale dans quelques jours. J'ai étudié son visage dans la pénombre, les ombres sous ses yeux, la tension autour de sa bouche. À quel prix? Ai-je demandé doucement. Qu'as-tu dû faire pour neutraliser la menace? J'avais besoin de savoir exactement à quel genre d'homme j'avais affaire, dans quel genre de monde j'avais atterri. David est resté silencieux pendant un long moment. Moins que ce que tu crains, plus que je ne l'aurais voulu, finit-il par dire d'une voix grave. J'ai conclu un accord. Une partie de mon territoire en échange de la paix. Pas d'effusion de sang cette fois-ci. Ces dernières mots resteront suspendus entre nous, rappelant le sang versé dans le passé et celui qui pourrait être versé à l'avenir. Je veux vous montrer quelque chose, dit-il soudainement, en se levant et en me faisant signe de le suivre. Il m'emmena dans son bureau et ouvrit un coffre-fort caché derrière un tableau. C'était cliché, mais efficace. À l'intérieur se trouvait un dossier qu'il me tendit. Ma stratégie de sortie, sur laquelle je travaillais depuis 3 ans. Après la mort de la mère de Léo, j'ai réalisé que je devais trouver un moyen de m'en sortir. Les documents détaillaient un empire commercial légitime, des biens immobiliers, des portefeuilles d'investissement, des start-up technologiques, tous distincts de ces entreprises criminelles, des sociétés écrans lentement démêlées, des actifs transférés par des canaux dont l'origine ne pouvait être retracée. Une véritable leçon de blanchiment, non seulement d'argent, mais d'une vie entière. Encore 2 ans, m'expliqua David en me regardant parcourir les pages. C'est ce dont j'ai besoin pour mener à bien la transition. Pour partir sans laisser de traces qui pourraient mettre Léo ou moi-même en danger. Ses mains bougeaient sans cesse, seul signe extérieur de son combat intérieur. Je n'ai jamais voulu impliquer qui que ce soit d'autre. Je refermais le dossier, réfléchissant à ce que cela signifiait. Et Léo, est-ce qu'il sait tout ça? Ce que fait vraiment son père? Je pensais à ce petit garçon solennel qui parlait de manière trop formelle, qui remarquait trop de choses. Les enfants absorbaient plus que les adultes ne le pensaient. Qu'avait-il absorbé en grandissant dans ce monde? Il sait que je ne suis pas comme les autres pères, qu'il doit suivre certaines règles pour sa sécurité. Mais les détails, David secoua la tête. J'ai essayé de le protéger de cette connaissance aussi longtemps que possible. C'était peut-être égoïste. Il aurait peut-être dû être préparé. La neige continuait de tomber dehors, nous isolant du monde dans un silence blanc et immaculé. À cet instant, à cet endroit, le choix qui s'offrait à moi semblait à la fois impossible et inévitable. Je pouvais m'en aller une fois le danger passé. Reprendre ma vie ordinaire, entre cours et bibliothèque. Faire comme si rien ne s'était passé. Je tiens à Léo, ai-je fini par dire, en croisant le regard de David. Et malgré tout, malgré ce que tu es, ce que tu as fait, je tiens aussi à toi. Mais j'ai besoin de savoir que tu es sérieux quand tu dis vouloir laisser cette vie derrière toi. Que Léo aura une chance d'avoir une vie normale. L'expression de David s'adoucit. Des années de dureté s'effacèrent momentanément. Le jour où tu as ramené Léo à la maison, je négociais un accord qui aurait étendu mes activités à Chicago. Cette nuit-là, j'ai annulé. Quelque chose a changé quand j'ai vu mon fils te tenir la main, te regarder comme si tu étais son salut. Le matin est arrivé avec un ciel dégagé et un monde transformé par la neige. Léo était ravi. Il s'est précipité dehors dans ses vêtements d'hiver avant même d'avoir fini son petit déjeuner. David et moi l'avons regardé depuis le porche alors qu'il essayait de construire un bonhomme de neige tout seul, sa petite silhouette déterminée se détachant sur le vaste paysage blanc. Que va-t-il se passer maintenant? Aïe, j'ai demandé, sans regarder David, mais sentant sa présence à mes côtés, solide et chaleureuse malgré l'air froid. Après notre retour en ville, une fois que le danger sera vraiment écarté. La question englobait tout. Les cours particuliers de Léo, mon implication auprès d'eux deux, les sentiments que personne n'avait exprimés à voix haute. Cela dépend de toi, a répondu David, d'une voix soigneusement neutre. Je peux t'installer où tu veux. Une nouvelle identité, un nouveau départ. Loin de moi et de mes complications. Ou, ajouta-t-il, laissant l'alternative suspendue entre nous, comme le souffle cristallisé dans l'air froid de la montagne. Je pensais à ma vie d'avant, à l'appartement exigu,
aux cours difficiles, à la solitude silencieuse qui s'était installée dans mes os bien avant que je ne trouve un garçon perdu dans la bibliothèque. Je pensais au visage de Léo lorsqu'il me voyait à chaque séance, à la façon dont David me regardait quand il pensait que je ne le remarquais pas, ou que je pouvais rester, ai-je fini à sa place, me tournant enfin vers lui pour croiser son regard. Aider Léo à faire plus que simplement lire. Peut-être aider son père à se souvenir de qui il voulait être avant que la vie ne le force à changer. Ce n'était pas une décision que j'aurais imaginé prendre il y a 3 semaines, mais je n'aurais pas pu imaginer tout cela non plus. David m'a pris la main. Son toucher était doux malgré la force que je savais que ses mains possédaient. Ce ne sera pas facile, m'a-t-il prévenu. La transition sera compliquée, parfois dangereuse. Il y aura des gens qui ne voudront pas que je parte, qui y verront une faiblesse à exploiter. Mais avec toi, je pense que je peux devenir l'homme que Léo mérite comme père. Nous avons regardé Léo se laisser tomber en arrière dans la neige immaculée, les bras et les jambes balayant le sol pour créer l'ange de neige parfait que sa mère aurait approuvé. À ce moment-là, j'ai fait mon choix. Pas seulement pour le garçon perdu qui avait trouvé sa place dans mon cœur, mais aussi pour moi-même et pour l'homme complexe à mes côtés qui se battait pour retrouver quelque chose qui ressemblait à la rédemption. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, j'ai trouvé David dans son bureau, en train d'examiner des rapports de sécurité. La lumière bleue de son ordinateur portable éclairait les cicatrices sur ses jointures que je n'avais jamais remarquées auparavant. Des souvenirs physiques de la violence qu'il avait façonnée. Lorsqu'il a levé les yeux, sa vulnérabilité a remplacé sa méfiance habituelle. Un aperçu derrière l'armure qu'il portait depuis des décennies. Le plus difficile n'est pas de quitter le milieu, a-t-il avoué en fermant son ordinateur portable d'un clic discret. C'est de croire que je mérite ce qui vient après. Une vie normale, la paix, quelqu'un comme toi. Sa voix s'est légèrement brisée sur ses dernières mots. Cet aveu lui coûtait clairement quelque chose. Les hommes comme moi n'ont généralement pas de seconde chance, surtout pas avec des femmes qui nous voient clairement et restent. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous la regardez.